En plus, زهر في البارح. زهر في البارح. Ah, M. Larbi Merhoum est architecte, formé à l'école algérienne. Et il se définit comme un architecte. C'est un grand mot de dire un architecte citoyen. Mais je fais partie de ces architectes qui pensent que l'architecture, c'est quelque chose d'important. C'est pas seulement dessiner des bâtiments, mais c'est de fabriquer du sens. C'est que les bâtiments qu'on doit construire doivent fabriquer du sens, fabriquer une culture, et dans ce cas-là, on devient une espèce d'acteur social, culturel, et sur des questions qui sont des questions d'urbanisme pour lesquelles, malheureusement, les écoles n'enseignent pas grand-chose, on devient des acteurs pratiquement politiques. Et c'est une situation qui est particulière dans des pays comme le nôtre, où on a un déficit d'institutions. Et donc nous, on est obligés, parce qu'on maîtrise un certain nombre de choses, on maîtrise les questions complexes qui sont les questions de l'architecture et de l'urbanisme, on est obligé de s'impliquer dans la question politique, parce que la réalité, on n'a pas les institutions qui sont faites pour ça. Donc je suis architecte, mais je suis quand même, j'essaie que l'architecture, que le métier que je fais, serve à éclairer les consciences, à éclairer les politiques, à alerter les gens, parce que nous avons la mission de fabriquer, si possible, une société qui fonctionne plutôt bien, quoi. Bah, mon parcours, c'est le parcours des gens de mon âge, c'est-à-dire après les études d'architecture, on était obligé de faire un service civil de 4 ans. Quand on voulait rester au nord, c'était 4 ans. Donc j'ai fait mon service civil dans un bureau d'études publiques, à l'époque avec ça. Donc j'ai fait au BEREC de 87 jusqu'à 91. Après, on était obligé de faire le service national si on voulait s'installer à son compte. Donc après, j'ai été faire mon service national. Et après, vers la fin 92, début 93, je me suis installé à mon compte et j'exerce à titre libéral depuis 1993. Donc du coup, je fête cette année mes 25 ans d'exercice. L'architecture par hasard, hein. Un peu par hasard, un peu parce que j'avais fait le lycée technique, donc on était un peu habitué au dessin. D'accord. Mais je n'étais pas génial en dessin industriel, c'est des choses qui ne me passionnaient pas. Mais surtout parce que je voulais faire un métier libéral. C'est-à-dire je ne me voyais pas terminer dans une administration avec des chefs. Donc je voulais faire un métier libéral. Et avec le bac que j'avais à lycée technique, je pouvais faire médecine, je pouvais tout faire. Mais bon, médecine, ça ne m'intéressait pas parce que de toute façon, je n'ai pas fait le lycée technique pour terminer médecin. Prêtre ingénieur, avocat, architecte, avocat, kiff kiff, d'avoir un bac technique pour terminer à la fac de droit. Prêtre ingénieur, architecte. Ingénieur, continuer à faire des mathématiques toute ma vie, je trouvais ça complètement ridicule. Donc par élimination, il restait l'architecture. Donc je suis allé faire de l'architecture sans savoir ce que c'est au juste. Ah, parce que c'est devenu une passion. Absolument. D'accord. C'est-à-dire que je me vois mal avoir une autre trajectoire que ça. Et en fait, cette passion, quand je suis rentré à l'architecture, bon, les premières années, on dessine. Là, on vient du lycée technique, donc le dessin, c'est pas un problème. Donc, on avait une petite avance comme ça. Ça permettait de draguer facilement et tout. On sait ce que c'est qu'un T unique, un boîte de compas et tout. Ça, c'est pas ça, l'architecture. En fait, ce qui m'a complètement décidé, enfin, ce qui m'a complètement rassuré sur mon choix, c'est la rencontre avec un grand monsieur qui s'appelle Sherif Hamouche, qui était prof d'histoire d'architecture. Et à un certain moment, il nous expliquait que pour la place Saint-Pierre, qui a une forme d'ellipse, c'est la première fois qu'on utilisait l'ellipse dans l'histoire de l'architecture. Et il nous expliquait que cette ellipse, ce n'était pas un geste formel, parce que l'église traversait une période de tension et que l'architecte, pour exprimer cette tension, ne se voyait pas utiliser une forme stable, un carré ou un cercle. Il est allé chercher l'ellipse, parce que l'ellipse, ça reste quand même une forme dynamique. Et cette espèce de rapport entre l'état de l'Église et donc le rapport à Dieu, c'est des choses importantes quand même. Et comment est-ce que ça devient une espèce de geste d'architecture? Ce rapport entre l'architecture et quelque chose qui est de l'ordre du divin,
je me suis dit, ce métier, c'est quelque chose qui a du sens. Voilà. C'est-à-dire, comment est-ce que en architecture, on peut aussi cultiver un rapport à Dieu qui reste un rapport qui est propre à chacun de nous. Mais il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus, j'allais dire, sérieux, entre guillemets, que de régler cette question de son rapport à Dieu. Et si l'architecture, tu permettais quelque part de travailler sur ça, ben, c'est le plus beau métier du monde. Joker. Non, je rigole. Que pensez-vous de l'architecture en Algérie? L'architecture en Algérie, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore parce que, l'histoire des architectes algériens est une histoire récente. Il ne faut pas, on va dire, les architectes qui travaillent à titre libéral, privé. Dans tous les pays du monde, ou dans presque tous les pays du monde, la profession, elle est libérale. Il y a quelques pays qui ont encore quelques bureaux d'études publiques. On va les trouver en Chine, on va les trouver au Venezuela, Balak et encore. Mais chez nous, jusqu'en 95, 90% de la profession était une profession étatique. Ce qui veut dire que l'architecte, personne physique, qui signe un projet, n'existe réellement que depuis qu'on a remis l'ordre des architectes, c'est-à-dire en 80. Le texte est sorti en 94, il est rentré en application en 95. Donc on peut dire que l'architecte algérien libéral n'existe que depuis 95. Et donc ça reste quand même une profession qui est assez récente, quoi. Ce passage de la profession étatisée dans une administration où l'architecte ne sert qu'à faire des plans masse, et on ne lui demande pas de faire plus, à l'architecte qui, lui, est là pour prendre des décisions importantes parce qu'il est maître d'œuvre, il ne s'est pas fait sur une espèce de demande sociale. Ce n'est pas une évolution logique qui fait que, la profession est arrivée à maturité. Les choses ne se sont pas faites comme ça. Les choses se sont faites parce que dans les années 90, il y avait la crise économique. Il y avait le Front monétaire international qui a décidé de poser ses conditions à l'Algérie. C'est que l'État se débarrasse de tous ces métiers-là. Ils se sont débarrassés des huissiers, ils se sont débarrassés des notaires, ils se sont débarrassés des comptables. Ces métiers-là, c'est des métiers privés, c'est pas la peine de vous encombrer avec ça. Donc là, en fait, on est né par césarienne ou par avortement. C'est pas une naissance naturelle. Ou le déficit de légitimité, on le paye encore. L'architecte aujourd'hui, pour 90% des gens, il sert qu'à signer le permis de construire parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut qu'un architecte signe un permis de construire. Mais s'il n'y avait pas cette loi, personne ne se rendrait compte qu'il faut des architectes. L'autre problème, l'enseignement de l'architecture est un enseignement qui est devenu de plus en plus universitaire et de moins en moins professionnel. La discipline de l'architecture est une discipline qui mixe les deux. En même temps, il y a un savoir académique à avoir, mais en même temps, c'est un métier. Ce n'est pas une discipline universitaire. Il se trouve que là, on est l'un des rares pays au monde, mais de tout temps, l'architecte qui exerce n'a pas le droit d'enseigner, et l'architecte qui enseigne n'a pas le droit d'exercer. Donc, le fossé Hada a fait que cette conscience de l'architecte professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ni enseigné, ni pris en charge dans l'enseignement de l'architecture. Ce qui veut dire que l'architecte, quand il sort de l'école, pour la plupart des architectes, y compris de mon temps, on nous a toujours raconté « éclatez-vous à l'école, parce que quand vous allez sortir, c'est pas comme ça à l'architecture ». Voilà. كي تخرج حاجه واحده اخرى قال بروفيتي راك تقرا ديسيني واش تحب هيج هذيك ما حنا قالوها لنا. Donc du coup, quand l'architecte sort de l'école, 90% des architectes, ils savent pas qu'ils vont être architectes, ou du moins ils savent pas qu'est-ce qui les attend dehors. Rabi'an, il n'y a pas de débat sur l'architecture. C'est-à-dire que quand deux architectes se rencontrent, 90% des cas, ils parlent de l'équipe nationale de football. Quand il y en a 4, il avoue les petits pois. C'est comme si on faisait un métier honteux et qu'on n'osait pas parler de nos travaux, ou parler d'architecture. Les gens ne sont pas heureux d'être architectes. Et donc, on a une relation assez compliquée avec ce métier. En Algérie, tu vas en Tunisie, tu vas au Maroc, la profession d'architecte existe depuis 30 ans. L'ordre des architectes, en 95 en Tunisie, il fêtait ses 25 ans.
Et donc les choses sont claires. On sait ce que c'est qu'un architecte, on sait ce que c'est qu'un ingénieur, on sait ce que c'est qu'une maîtrise d'ouvrage, on sait ce que c'est qu'un client, on sait ce que c'est. Entre la période Boumedienne, la période Chadli, la période machin et maintenant la période Boutef, notre société, elle se cherche encore. En plus, on a vécu le terrorisme, on a vécu tout ça. C'est pas fait pour rendre les choses claires. On est à l'intersection entre les histoires d'argent, les histoires politiques, les histoires sociales et les histoires culturelles. Ça veut dire que, comme tous ces secteurs sont tous en train de se chercher, donc on se cherche puissance 4. Les projets qui me plaisent, c'est les projets des années 50. C'est toute la production de l'architecture moderne des années 50, elle est magnifique. C'est des choses qui sont connues, hein. C'est des choses comme tout ce qu'a fait Pouillon, des choses comme les Meyer. Toutes ces grandes signatures, elles sont fabuleuses. Après, il y a quelques projets de confrères qui m'intéressent parce qu'ils ont été faits avec beaucoup de soin. Je parlais tout à l'heure de C'est l'Arbi Hamid. Je peux parler de Mahgoun Mehoubi, je peux parler d'un certain nombre d'architectes qui ont produit ou qui produisent, ou Halim Faidi, qui produisent de l'architecture. Après, que je sois d'accord ou pas d'accord avec l'architecture, mais en valeur absolue, le boulot a été fait. Après, toutes les architectures ne se ressemblent pas et tous les architectes n'aiment pas l'architecture de tous les architectes. C'est bien pour ça qu'il y a des tendances, qu'il y a. Mais en valeur absolue, quand le boulot est fait, ça se voit. Quand le boulot n'est pas fait, ça se voit aussi. C'est-à-dire tout ce qui a été fait sur cette terre, à Oran, à Alger, à Constantine, à Rebdaya, est à prendre. C'est des leçons d'architecture à ciel ouvert. Ah, l'Institut Pasteur, oui. Septembre. Oui. Mon rapport à l'architecture moderne est un rapport qui est presque idéologique, je veux dire. J'estime que c'est cette période-là des années 20, 30, 40, 50, où vraiment l'architecture était synonyme de progrès. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le style. Et je prends que les 5 points de Courbus. Ce ne sont pas uniquement des 5 points stylistiques. Mais derrière, il y a une idée de progrès. Quand le type il te dit on va mettre les bâtiments sur pilotis, c'est pas pour faire beau. C'est un peu pour aller à l'encontre de cette idée de la propriété du terrain. Pour lui, c'était une aberration. Pour lui, le sol appartient à tout le monde. Ça, c'est une belle idée. Quand le type il te dit la fenêtre en longueur, c'est pas pour faire beau seulement. C'est pour apporter la lumière, pour apporter la vue à tout le monde. Quand il veut négocier la terrasse, c'est aussi, voilà. On n'en a gardé que l'aspect stylistique. On n'en a gardé que l'aspect. Tu as dessiné l'architecture moderne, tu fais une fenêtre en longueur. Derrière ça, il y a une idée que l'architecture doit apporter le progrès. Quand ces gens-là ont commencé à faire de l'architecture, les gens vivaient dans la merde. Et très peu avaient de grandes fenêtres, très peu avaient des cuisines ventilées, très peu. Il faut se mettre dans le. Et donc cette architecture qu'aujourd'hui on voit uniquement sous l'aspect stylistique, elle était à l'époque destinée à rendre heureux le plus grand nombre. C'est cette idée-là qui m'intéresse, en plus que c'est une architecture qui elle a un côté abstrait, parce qu'on travaille beaucoup avec la géométrie, elle a un côté très rationnel, et donc tout l'aspect un peu métaphysique, symbolique, hadaya, il est un peu mis de côté. Et donc, moi, ça me va tout à fait. Moi, je considère qu'on va l'appeler, c'est une architecture laïque, et ça me va tout à fait. J'ai choisi ça pour deux choses. Awalan, c'est un équipement culturel. Thaniyan, c'est une institution de la République. Thalithan, je me suis dit, il s'installe un peu sur un endroit, sur ce qu'on appelle à Alger la côte 100. C'est tout le haut du Ténemli. C'est une ligne de crête où se sont posés de très très beaux objets des années 50. Bdaham Laïro Habitat, les bâtiments d'Emery, tout le musée de l'architecture, une grande partie du musée de l'architecture moderne algéroise des années 50 s'est posée sur cette côte 100. Et donc, moi, je me suis dit, c'est une histoire à continuer. C'est un peu pour me raccrocher à cette histoire de l'architecture moderne des années 50 que je me suis dit, quoi de mieux que de poser un objet qui soit vraiment, que Magultenta, il est très inspiré de l'architecture des années 20. Après, derrière cette idée, ce n'est pas uniquement stylistique, c'est de dire que la culture, que l'Algérien a droit à l'universalité, que la culture algérienne, ce n'est pas uniquement
les arcades et les petites tuiles vertes. Que l'Algérien a une part d'universalité qu'il appartient au monde et que ce côté un petit peu universel de l'être humain, ça m'intéresse. Dans ce côté universel, il y a une part d'identité qui peut être représentée par l'arcade, par la tuile verte, par tout ce que tu veux. Mais l'Algérien n'est pas que ça. À l'époque, 80% des bâtiments institutionnels qui se faisaient, que ce soit une daïra, une mairie, une bibliothèque, se corraient les hôpitaux et encore. Quand tu vas les hôpitaux, les arcades, qui m'a juste comme le waliya. Mais à l'époque, cette idée que l'Algérie, que l'architecture algérienne, c'est forcément des arcades et des tuiles vertes, me semblait être quelque chose à remettre en cause, quoi. Et donc j'ai profité de ce petit projet pour dire que l'Algérien, il fait partie du monde, quoi. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est que les gamins qui rentrent dans cette école, dans ce petit centre culturel de quartier, qu'ils se posent des questions, qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que Mondrian, c'est quoi ça. Et je sais qu'à cet âge-là, c'est une éponge, tu vois. Je sais que ça va rester quelque part dans leur tête. Et qu'un jour, il y aura probablement un grand artiste ou un grand architecte qui va dire, eh ben, mes premières émotions esthétiques, oui, je me suis posé des questions, c'était dans une espèce de petit truc à Alger où on avait la vue sur Alger, on avait de la lumière, on avait des couleurs. Ça, je sais que c'est important. Et donc, c'est tout ça qui fait que ce petit objet de Mondrian, il se pose ici à Alger. Je trouve que sa place est naturelle parce qu'Alger, c'est un des plus grands laboratoires d'architecture moderne. Et quand les étrangers viennent là, ils sont juste... l'avion, surtout quand il fait beau. Donc cet héritage-là que nous avons, que je considère comme un butin de guerre. Je ne considère pas que c'est une architecture coloniale, c'est vrai que c'est les colons qui l'ont réalisée, mais maintenant elle est à nous, elle fait partie de notre histoire. Et c'est un peu ça qui fait que ce bâtiment-là, il est là, qui fait que tu vas trouver une petite ressemblance entre l'Institut Pasteur et quelques autres bâtiments que tu vas trouver sur une pente à Alger. Ce qui le relie, c'est Alger, parce que c'est des bâtiments qui s'insèrent dans la topographie algéroise, c'est ce qui leur donne leur particularité. D'abord, moi, je n'aime pas le nom bureau d'études. Je suis une agence d'architecture, je ne suis pas un bureau d'études. Bureau d'études, c'est que c'est une déformation qu'on a eue parce que pendant 20 ans, il y avait des bureaux d'études publics et on est resté sur ça. Dans la tête des clients, ils voient un architecte comme un bureau d'études. Effectivement, la loi algérienne de la maîtrise d'œuvre, elle nous oblige à être bureau d'études parce que je suis responsable de l'électricité, du béton, du machin, du truc. Ça, on l'a hérité des bureaux d'études publiques. Ça fait 15 ans qu'on essaye d'arranger la loi pour leur dire l'architecte, ou l'ingénieur, ou le VR10, ou topographe. On n'arrive pas à sortir de ce merdier. Mais une agence d'architecture est une agence d'architecture. Quand tu vas à l'étranger et que tu vas chez un architecte, tu ne vas pas trouver ni un topographe, ni un ingénieur, ni un électricien. Tu vas trouver un paysagiste, tu vas trouver un urbaniste, mais tu ne trouveras jamais autre chose que des architectes. Et j'espère qu'on arrivera un jour à ce que les métiers autour de l'architecture s'organisent correctement et que chacun soit responsable de ce qu'il doit faire et qu'il le fasse bien. Le métier d'architecte est un métier de liberté et de responsabilité. Tu ne peux pas être responsable quand tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu n'es pas libre. Comme avocat est un métier libéral. Faire la liberté ou faire la responsabilité. Faire la liberté ou faire la responsabilité. Mais un architecte ne peut pas travailler sous la coupe d'autre chose qu'un architecte. Quand tu dois construire une école, le seul garant que cette école est construite dans les règles de l'art, c'est-à-dire que tu fais le maximum pour que cette école soit la plus fonctionnelle, c'est l'architecte. Ah, Young Galaga, architecte. C'était Architecture Studio qui avait organisé ça. L'architecture studio, je les connaissais avant. Et donc, quand ils ont pensé à faire cette compétition, ils ont tout de suite pensé à moi pour me dire est-ce que ça t'intéresse de faire partie du jury? C'était un jury international. Et donc, voilà, ça a été une expérience très intéressante. Le jury était composé de gens... l'ancien ministre de la Culture palestinien, Renma. Et c'était une expérience intéressante, où on a eu pratiquement des projets de tous les pays arabes. Et c'est là où on a vu quand même qu'il y avait des niveaux qui n'étaient pas les mêmes.
Et c'est là où on voit la différence. Quand il y a des problèmes structurels et politiques dans l'enseignement, tu le sens. Je veux dire, tu sens les écoles qui sont apaisées et tu sens les écoles qui sont encore en train de se chercher au machakl. Quand tu es de l'extérieur comme ça et que tu vois tous les travaux des architectes arabes, tu as الناس اللي راهي شغل تخدم tranquillement وكاين اللي تخدم بالنرفزه كيما حنايا. Non, non, hors Algérie, non. Si, un peu, j'ai réalisé un projet à l'intérieur de l'ambassade de France. Est-ce qu'on peut appeler ça la France? C'est pas l'Algérie. On a réalisé une petite extension pour un immeuble administratif à l'intérieur de l'ambassade de France. Donc c'est en France. Donc on peut considérer que c'est en France. On peut considérer que c'est en France. Voilà. Mais à la limite, sur cette question, ça ne m'intéresse pas de réaliser ailleurs. Ni de réaliser ailleurs, ni de briller ailleurs. Parce qu'on est dans des métiers d'ancrage. Ça veut dire qui font que faire ce métier en Algérie, et donc c'est beaucoup plus compliqué de faire un mur, une façade, faire un mur blanc de 100 mètres carrés, avec un petit trou. C'est beaucoup plus compliqué de réussir ça ici que de le faire à Paris ou à Barcelone. Là, pour pouvoir faire un mur blanc avec un petit trou, tu le défends contre le maître d'ouvrage, tu le défends contre le wali, tu le défends contre le duche, tu le défends contre le Nes, tu le défends contre le Rachiga, contre le Houanti en face, le Rachiga, le Kouchalakdir. Et pourtant, c'est ton métier de défendre ce mur de 100 mètres carrés avec un... Et une fois que tu arrives à le faire, et que ça rentre dans la tête des gens, tu as fait œuvre utile. Dans ce petit bâtiment de la bibliothèque du Télémli. Ce petit bâtiment a plus d'importance que si j'avais fait un musée à Paris ou un musée à Londres. Parce que ce petit bâtiment, il va fabriquer des gamins qui sont heureux d'y aller. Ce petit bâtiment qui a été accepté par la population, parce que c'est quand même, il n'y a presque pas de clôture dans ce bâtiment. Et maintenant, les gens, sur le Trallam Farras, il est rentré dans l'imaginaire collectif. C'est un vrai bâtiment qui est apprivoisé. Parce que gagner un musée à New York, c'est un bâtiment de plus dans une ville qui compte déjà 3000 très beaux bâtiments. Donc, quand il y a ton bâtiment beau en plus, ça change rien. Oui. Mais réussir le petit Paris Hadaya à Alger, voilà. L'impact est différent. Et après, j'ai le plaisir de le vérifier quand j'ai des confrères étrangers qui viennent et quand ils arrivent ici qui me disent ça c'est un truc, tu vois, ça c'est quelque chose, parce qu'ils savent ce que c'est que ils voient pas le bâtiment, c'est un petit bâtiment de je fais 6 niveaux sur le Villa Kbera. Ils comprennent, quand ils comprennent un peu comment se passe l'Algérie, qu'est-ce qui se passe dans des pays arabes et tout, ils comprennent tout le boulot qu'il y a derrière pour pouvoir sortir un truc comme ça. Voilà. C'est pour ça que je te dis, j'aurais pas pu être architecte ailleurs parce que j'aurais été malheureux. Je suis architecte ici, avec la merde qu'on a, avec les murs tordus, avec les maçons qui te font chier, avec les maîtres d'ouvrage qui les bloquent. Ça fait partie des ingrédients pour faire un projet. Moi, je n'envie pas le français de faire le métier qu'il fait là-bas. Et lui, à la limite, mes confrères étrangers, ils sont jaloux de ce que je fais ici. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils sont devenus des dessinateurs de bâtiments. Ils n'ont plus d'utopie à construire. Ils ont de beaux bâtiments à construire, mais ils n'ont plus d'utopie. Ils ne rêvent plus. Ils savent faire de beaux bâtiments, mais à la limite, ça n'apporte rien, ni à la civilisation, ni rien. Il n'y a pas d'enjeu civilisationnel. Chose que, là, on peut avoir. Quand ils voient ce bâtiment, ou l'historial, ou là, c'est-à-dire, ils me disent, putain, vous servez à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Vous servez encore à quelque chose. Et ça, c'est magnifique, ça. Pour tout l'or du monde. C'est pas le nombre de bâtiments, c'est pas le prix de Surprise, c'est d'être utile à quelque chose de profond. Être utile. Un certain nombre de questions philosophiques qui traversent la société. Ces questions, elles sont tranchées. Tu me dis ce que tu as construit à l'étranger, à part ici à l'ambassade de France. Ça m'intéresse même pas Il y a tellement de choses à faire ici. Tu vois, on ne sait pas faire une école propre, on ne sait pas faire un commissariat propre, on ne sait pas faire un lycée propre, on ne sait pas faire une maison propre. Le logement, on fait de la merde depuis 20 ans. T'imagines ?
Donc il y a du boulot. Pourquoi est-ce que je vais aller m'emmerder à Naya pour mettre une façade ventilée? C'est à choisir, est-ce que le verre il est plutôt bleu ou plutôt vert? On a des sujets plus sérieux à traiter, pas déconner. Ah ben, j'ai été au premier mandat à la création de l'Ordre des architectes. On avait organisé les élections pour le premier mandat entre 95 et 99. Et je m'étais présenté aux élections et mes confrères d'Alger m'ont élu président. Donc j'ai été président de 95 à 99. C'était vraiment le moment pour installer l'Ordre des architectes parce qu'on avait mis beaucoup d'espoir dans l'Ordre des architectes. À l'époque, qu'on allait prendre notre destin en main. C'est très compliqué dans un métier où tu dois vivre de ce métier de rester droit tout le temps. Parce qu'on dit que je si tu fais ce métier, tu es mort. L'ennemi de l'architecte, c'est l'argent. En même temps, ce qui peut faire d'un architecte un être libre, c'est l'argent. Parce que quand tu as une santé financière et que tu peux envoyer chien ou Ali, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, ce qui peut te détruire, c'est ton rapport à l'argent. C'est dramatique pour un architecte. Donc il y a une relation très particulière à avoir avec l'argent. Il faut en avoir pour être libre. Mais il ne faut pas que ce soit Draham li mchouk. Parce que Draham li mchouk, ça veut dire que tu perds ta liberté. Et un architecte qui perd sa liberté de dire oui, non, merde, c'est un architecte qui est mort. Donc, monsieur, Qadir, tu as un petit mot pour la nouvelle génération, les Raytar Hadrouk. Goûter à la mer. D'abord pour les architectes. Alors, c'est un métier où il y a des mots qui sont très importants. Le premier mot, c'est l'honnêteté. Le deuxième mot, c'est l'engagement. Le troisième mot, c'est la responsabilité. Quand je dis honnêteté, ça englobe tout. L'honnêteté, c'est aussi l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait 2 ou 3 revues d'architecture qui arrivaient tous les 6 mois. Télévision fait un noir et blanc, et donc notre regard sur l'architecture internationale, sur ce qui se passait dans le monde, était limité. Donc je peux comprendre que certains architectes avaient quelques petites difficultés à savoir ce qui se passait dans le monde. Et donc il estimait que son boulot était à un bon niveau, alors que aujourd'hui, entre Internet, entre le voyage, entre la télévision, entre, un architecte peut tout de suite savoir s'il est en train de faire un boulot correct ou s'il est en train de faire de la merde. C'est cette honnêteté qu'il faut avoir. Quand tu dessines un projet, quand tu regardes un projet, quand tu ouvres une revue, quand tu lis un bouquin d'architecture, tu dois pouvoir savoir est-ce que rak tariq sawab ou rak tu es en train de glander et de réchauffer des recettes sur une espèce de fainéantise. La fainéantise, malheureusement, c'est quelque chose de contagieux et ça c'est problématique. Donc quand je dis honnêteté, c'est y compris honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire il faut pouvoir te dire, et si demain je prenais ce boulot et j'allais faire une conférence à New York, est-ce que une conférence à New York, tu vas te rendre compte tout de suite si c'est oui ou non. Alors si tu te dis non, je ne peux pas emmener ce boulot le montrer à New York, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il faut l'améliorer. Et bien, à chaque fois que tu fais un projet, tu te mets dans la tête, est-ce que je peux prendre ce boulot et le montrer à Stockholm, à New York ou à Londres? Quand tu as répondu à cette question, tu peux avancer. Alhamdoulilah, quand je vais n'importe où dans le monde et que je donne une conférence d'architecture et que je montre mes projets, je n'ai absolument aucun problème. Même quand ils sont construits merdiquement et tout, le problème n'est pas là. Le problème, est-ce que j'ai fait mon boulot d'architecte ou pas? Après, il y a la différence entre le bâtiment construit et ton boulot. Ton boulot, c'est le petit mètre carré. Quand on te donne un terrain, on te donne un programme et que tu dois réfléchir. Il faut que tu te donnes à 100%. S'il faut te poser 250 questions, répondre aux 250 questions qu'exige le sujet que tu dois traiter, il faut te les poser, il faut y répondre.
Quand ça sort de chez toi, que tu es en train de dessiner, tu te dis voilà comment il faut que je fasse ça, non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Quelle architecture dessiner, pourquoi je la dessine, qu'est-ce que je veux dire par mon architecture. S'il faut te poser les 20 questions à dos, même pour dessiner un petit truc, il faut te les poser, il ne faut pas aller chercher la solution sur Internet, il faut pas... Voilà, il y a aussi ce problème-là. Ce qui va vous sauver, c'est la culture. Ce n'est pas Internet, c'est la culture architecturale. Moi, ce qui me permet de travailler, et je le dis, depuis 20 ans que je le dis, j'ai 3000 projets en tête. Plan, coupe, façade. En fait, là, quand tu dois dessiner un escalier dans un espace de 12 mètres carrés en angle sur le capot d'une voiture, donc à la belle et comment il faut s'y prendre. Et donc c'est ça, c'est-à-dire on n'invente rien. Certainement que le problème a été traité, géré quelque part dans le monde. Voilà. Et donc toi, tu apportes une toute petite pierre dans le dispositif. Voilà. Tu sais, sur un terrain comme ça, où est-ce que tu poses ton escalier, parce qu'il y a des milliards d'architectes qui ont eu ce genre de situation, et ils ont posé l'escalier là où il faut. Quand tu as un terrain comme ça, tu sais que tu poses l'escalier de ce côté-là. Ça, c'est des questions que tu écartes. C'est tout ça qui fait que tu n'as pas peur de la feuille blanche. Après, la culture architecturale nécessite qu'on comprenne pourquoi les gens font les choses. Et puis, ça nécessite aussi de se positionner culturellement. Quelle société je veux, quelle esthétique je veux, pourquoi je veux cette esthétique. Le métier d'architecte, il englobe toute ta vie, intime, كلش. Et donc, il faut que tu règles le mac pour être un architecte. Moi, quand je dis je suis un architecte laïque, j'aime l'architecture laïque, je le pense. Tu prends un type comme Hamid Selarbi, son architecture et sa vie se superposent. Quand il te dit je suis un anticapitaliste et je suis pour la décroissance, dans son travail, tu le vois. Mais ça fait que le métier d'architecte est un métier assez particulier. Surtout dans des sociétés où il y a encore 200 questions à régler. Des sociétés qui sont entre guillemets évoluées, même si l'évolution est relative, tu as peut-être dans ta vie 5 questions à régler. Là, avec tout le chamboulement qu'on a eu, l'istirmar, l'istiqlal, l'islamisme, pas islamisme, la démocratie, pas démocratie, l'arbia, pas arbia, tous ces problèmes-là font que, ça nous rend vivants finalement, mais ça rend le questionnement sur soi et sur l'architecture encore plus intéressant. Pour le même sujet, moi j'ai 20 fois plus de questions qu'un Américain, qu'un Anglais ou qu'un Espagnol. Un Espagnol, je suis là. Parce que pour lui, dessiner un truc comme ça, c'est une question de style. Pour moi, c'est une question de ma sœur Oumma, mais kif kif. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans des pays comme le nôtre. C'est pour ça que ce que je dis souvent, c'est que je fais le meilleur métier du monde dans la plus belle ville du monde, je veux dire, malgré sa merde, quoi. Mais c'est ça le truc. On est dans des situations intellectuellement très excitantes. Monsieur Amrzai, merci beaucoup. Monsieur Amrzai, ربي مرحوم. je sais pas pourquoi tu laisses mal الطريق. انت قاعد تدخل على مرزاي. كانوا ما قلت لك رواد. بعد عمرزاي قاعد ما يدخليش في اللمبون. Merci beaucoup. Merci d'excellence. Vous allez rentrer. On va visiter un peu.